Ok, donc bonjour à tous. Effectivement, on m'a demandé de faire une présentation sur la question du changement d'échelle par rapport à l'agroécologie. Effectivement, depuis longtemps, l'agroécologie existe au Burkina et malheureusement, il y a plein d'initiatives, disons, localisées et malheureusement, ça a du mal effectivement à changer d'échelle pour se vulgariser ou se diffuser largement sur tout le territoire national. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter le plan de ma présentation. Donc, il y a une petite introduction. Après, il y a les principales contraintes au changement d'échelle. En fait, on repart de ce qui a été dit en 2015 lors de l'atelier interréseau. Et après, on va voir qu'est-ce qui a changé ou pas depuis 2015 dans le contexte burkinabé, mais éventuellement un peu élargi aussi au niveau plus régional aussi. Quelles sont les évolutions récentes de manière plutôt plus positive? Qu'est-ce qui a réellement changé mais de manière positive? Enfin, un autre point, un focus qui est important, c'est sur la question de la vision commune des acteurs. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par agroécologie? Est-ce que tout le monde partage la même vision? Et donc là, il y a un processus qui est en cours et c'est donc qu'on en discute pour voir que les choses bougent de manière plutôt positive. Un autre point important, c'est qu'il y a une flopée, je dirais, d'initiatives qui sont en faveur de l'agroécologie paysanne. AEP, c'est l'agroécologie paysanne. Donc ça, je vais un peu les dérouler. Je ne prétends pas de manière exhaustive avoir tout recensé, loin de là. Au moins un certain nombre d'initiatives qui montrent qu'effectivement, il y a quand même beaucoup d'initiatives en cours. Donc les dynamiques en cours au Burkina, donc il y a quelques points sur lesquels je voulais un peu mettre l'accent, enfin une conclusion générale. Et il y a une annexe spécifique que je parlerai tout à l'heure, et là c'est un peu un clin d'œil avec COPA, même le nouveau réseau. Donc sans plus tarder, on va continuer avec l'introduction. Donc il y a quelques points que j'ai mis en exergue. En fait, les pratiques agroécologiques existent depuis longtemps, ça c'est pas nouveau. Si on va dans les années 80, il y a Pierre Rabhi qui, avec Terre Humanisme, enfin Terre Humanisme n'existait pas à l'époque, qui avait, disons, développé l'agroécologie entre Corom, dans le Sahel, depuis ça, il y a eu beaucoup d'initiatives, etc. Mais ce qu'on constate toujours, c'est que le changement d'échelle peine à se faire. Ce n'est pas spécifique au Burkina, je crois, d'une manière générale. En Afrique de l'Ouest, la question se pose, effectivement. L'autre point important, c'est qu'il y a une émergence, une prise de conscience récente des acteurs liée à ce problème de changement d'échelle et comment accompagner la transition agroécologique. Ces débats-là, à mon avis, sont assez récents. Je pense qu'il y a, si on remonte il y a 5 ou 10 ans, on parlait de l'agroécologie, on ne se posait pas trop ces questions-là. Et en fait, il y a plein d'initiatives maintenant qui continuent d'être valorisées et diffusées largement. Malheureusement, ça a du mal à se faire. Et un point important, c'est comment on fait la transition agroécologique et comment on accompagne les acteurs pour le faire. Donc le constat principal, c'est qu'en 2018, le changement d'échelle des pratiques agroécologiques se heurte à de nombreuses contraintes de 12 ans, d'un point de vue aussi bien institutionnel, technique, foncière que financière. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer en fait le diagnostic qui avait été établi sur les obstacles et les leviers lors de l'atelier de 2015, qui avait été organisé par Interréseau. Là, c'est juste un rappel des principales contraintes qui avaient été recensées, certainement pas un certain nombre d'acteurs qui sont déjà autour de la table aujourd'hui. Donc il y avait des contraintes d'ordre institutionnel. C'est-à-dire qu'au niveau institutionnel, il n'y a pas une vision claire, une vision politique claire sur l'agroécologie. En 2015, je pense qu'il y avait au niveau des politiques nationales une coexistence de différents types d'agriculture. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore un peu la même chose, même s'il y a un focus plus important. Une autre question importante, c'est les ressources limitées en biomasse
en produits biologiques, en main-d'œuvre et sur les aspects financiers. Une insuffisance de référence et de capitalisation sur les pratiques pour permettre une plus grande contrôle des acquis en agroécologie auprès des acteurs sur le terrain. La question récurrente des difficultés d'accès et de sécurisation du foncier, ça ce n'est pas nouveau malheureusement. Un manque d'harmonisation des visions qui freine le partage du concept à une plus grande échelle. Et enfin, une faible implication de la recherche économique nationale. Donc je suis content qu'il y ait quand même quelques chercheurs aujourd'hui et je pense que les choses bougent de manière beaucoup positive dans ce sens-là, même si ça reste pas. Mais les acteurs réaffirment toujours la nécessité d'agir pour le passage à l'échelle de l'agroécologie à tous les niveaux. En fait, il y a plusieurs niveaux qu'on peut définir. C'est au niveau de l'exploitation familiale. Déjà, ce n'est pas évident pour un producteur puisse changer ses pratiques pour aller vers l'agroécologie. Il y a aussi la question au niveau des territoires, collectivités locales, au niveau communal, etc. Enfin, au niveau national, et après, il y a au niveau même régional. Donc, je pense qu'au niveau régional, les choses commencent à bouger aussi par rapport à ça. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des dynamiques récentes qui sont apparues pour accélérer le changement d'échelle par rapport à la question de l'agroécologie. Ces actions s'articulent autour de la sensibilisation, formation, plaidoyer. Bien que la plupart de ces actions soient en cours d'expérimentation, elles méritent toujours d'être mieux connues. L'importance de la capitalisation, je pense qu'Interréseau et d'autres acteurs y travaillent activement. Et aussi des questions liées à la recherche, où il y a quand même des contraintes où il faut travailler avec la recherche pour essayer de les lever. L'accompagnement des OP dans le changement d'échelle en agroécologie, c'est une volonté constante de décloisonner les débats et de favoriser le partage d'expériences. En fait, par rapport à l'agroécologie, effectivement, si on ne partage pas nos expériences, on risque d'échouer par rapport au changement d'échelle. Alors, qu'est-ce qui a changé ou pas depuis 2015 2015, c'est tout récent, ça ne fait que 3 ans. Bon, globalement, je dis que les contraintes récurrentes restent fortes pour presque tous les points qui ont été évoqués lors de la télé de 2015. C'est-à-dire le problème de la sécurité foncière reste forte, avec toujours une spéculation forte, notamment dans les zones périurbaines. Ce n'est pas uniquement. Et il se pose donc la question de l'accès aux terres. La pression est toujours très forte. La question plus politique, où les subventions des ministères sont orientées plutôt vers des intrants chimiques, engrais, semences améliorées, etc. Et qui va vers plutôt l'agriculture conventionnelle, et du coup l'agroécologie reste le parent pauvre en termes de soutien de l'État. Et il n'y a pas d'incidence de l'État pour accompagner la transition agroécologique sous forme de subvention ou autre. Et après, il y a une autre question récurrente, malheureusement pour le féminin, c'est la menace éventuelle liée aux OGM. Vous avez suivi les débats depuis le début d'année, ou même récemment, il y avait des velléités pour demander le retour du collectivité à un échec sur le terrain. Le NIBBT est toujours en station de recherche à notre connaissance. Et donc, il n'y a pas de mesure incitative pour accompagner la transition agroécologique. Car une des difficultés, c'est un investissement un peu à moyen ou à long terme. Alors que, contrairement à l'agriculture industrielle, si on met des engrais chimiques, on a le résultat dès la première année. Et du coup, il faut effectivement avoir des mesures d'accompagnement pour permettre aux producteurs qui se lancent dans l'agroécologie de pouvoir en vivre même pendant la période de transition, qui n'est peut-être pas facile. Il y a peu de curricula en agroécologie au niveau supérieur. Maintenant, j'ai mis formation professionnelle, mais là, j'ai un point d'interrogation. Je ne sais pas s'il y a déjà des initiatives qui vont dans ce sens-là. Insuffisance d'action efficace pour lutter contre l'utilisation anarchique inappropriée des produits chimiques, aussi bien homologués ou non. Quand je dis homologués, c'est le problème de la mauvaise utilisation. Et
non homologués, c'est toute la question récurrente des fraudes sur les marchés locaux, avec des conséquences dramatiques sur l'environnement et surtout sur la santé humaine. Une autre difficulté liée à l'agroécologie, c'est la pénurie de main-d'œuvre en milieu rural, où il y a une forte concurrence liée au secteur minier, question de l'employage, etc. Sans oublier aussi l'exode rural, malheureusement, qui est toujours d'actualité. Il reste, en matière d'intrants bio, une offre plutôt insuffisante, mais elle s'étoffe peu à peu. Enfin, le marché local est en croissance, mais je dirais qu'il peine encore à prendre son envol pour des questions plus d'organisation insuffisante des producteurs pour répondre à la demande des consommateurs. Mais on a un atout majeur aujourd'hui, c'est que le système de participatif du scénario est opérationnel et est en train de prendre son envol, ce qui peut permettre à terme de pouvoir développer une offre qui répond à la demande. L'application à certaines de la recherche, et je pense qu'il y a des perspectives plus grandes de collaborer entre les différents acteurs pour essayer de lever des freins vers l'écologie. Maintenant, qu'est-ce qui a été positif comme évolution récemment? D'abord, on constate qu'il y a plus de PTF, partenaires techniques et financiers, qui s'intéressent à l'agroécologie. Et d'appuyer les acteurs, mais il y a peut-être un risque de dispersion des efforts, de concurrence, peut-être d'avoir des efforts différents de ce qu'on entend par agroécologie, etc. Donc ça, c'est peut-être des risques, mais c'est aussi une opportunité. Ces nouveaux acteurs s'impliquent en agroécologie, évoluent vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement et veulent accompagner la transition agroécologique ou la conversion du conventionnel vers l'agroécologie. Autre évolution positive, c'est que le scénario est de plus en plus visible et présent et qui commence à porter fortement le plaidoyer, qui a mis en place un SPG, il y a l'augmentation du nombre de membres. Et enfin, le point que j'ai déjà évoqué, c'est un peu le début d'organisation des acteurs pour mieux alimenter les marchés urbains en produits certifiés. Autre point positif, c'est l'augmentation des paysans qui pratiquent l'agroécologie grâce à l'action de tous les intervenants. Et il y a aussi un engouement plus important pour la consommation des produits agroécologiques, biologiques. Enfin, il y a l'application de la recherche pour la formulation de biointrants, l'accompagnement des acteurs actifs en agroécologie. Autre point positif, mais c'est peut-être un début, c'est que dans le cadre du PNSR2, l'agroécologie a été au moins inscrite dedans, même si les actions n'ont pas été forcément définies. Et enfin, il y a d'autres réseaux qui ont émergé et qui contribuent aussi à jouer leur partition. Le collectif citoyen pour l'agroécologie, qui essaie de promouvoir l'agroécologie et de lutter contre les OGM. Le PSP pour la promotion des semences paysannes, etc. Donc je vais aller un peu plus vite, si possible. Donc, comme évolution récente, il y a une vision commune des acteurs. C'est un processus, à mon avis, qui est en cours, où il y a trois documents importants qui convergent. Il y a la note de position du ROPA par rapport à l'agroécologie, le manifeste de Mieleni sur l'agroécologie paysanne, et enfin, il y a le livre vert de la convergence. Donc, ces trois documents sont largement convergents, c'est-à-dire en termes de constat et de proposition pour avoir une vision commune vers l'agroécologie paysanne. Donc là, vous avez les différents piliers, peut-être je vais les passer directement pour aller un peu plus vite. Donc le livret vert, ça a été dans le cadre de la convergence globale des luttes pour le droit à la terre, à l'eau et aux semences. Donc ça aussi, c'est un autre réseau à la fois national et régional pour justement mieux défendre l'agriculture familiale, le droit des paysans, l'agroécologie paysanne, et tout ça dans le cadre de la souveraineté alimentaire. Enfin, le manifeste de l'agroécologie paysanne de Mieleni, qui s'est tenu en avril 2017, qui, je pense,
montre bien l'importance de l'agroécologie paysanne et sur lequel les acteurs peuvent avoir une vision commune. Et si on regarde les 7 piliers de la page précédente que j'ai survolé, les 7 piliers qu'on trouve font écho aux différentes contraintes qui ont été évoquées en 2015. Alors, qu'est-ce qu'on soit en termes d'initiative? Il y a un foisonnement d'initiatives, ça je pense que c'est positif. Il y a un ensemble d'interconnexions qui se développent entre les différents réseaux. Scénario, avec l'agroécologie bio-SPG, le CPF en lien avec l'Europa, etc. Il y a un consortium au sein du SPONG avec Trust Africa pour assurer le suivi du PNSR2. Il y a aussi comme perspective intéressante de redynamiser le groupe thématique agriculture et sécurité alimentaire au sein du SPONG qui pourrait porter le plaidoyer par rapport à l'agroécologie auprès des autorités nationales. Il y a des initiatives pour commercialisation et promouvoir les produits bio. Il y a des paniers, marchés bio, boutiques, etc. qui n'existaient pas forcément de manière très embryonnaire en 2015. Le POASP sur les semences paysannes. Le CCAE sur la question de l'agroécologie et des OGM. Ce qui est nouveau, c'est depuis début 2018, on a un point focal en agroécologie au sein du ministère de l'Agriculture. Ça, je pense que c'est déjà une petite avancée significative pour être mieux écouté au niveau des politiques nationales. Et une collaboration plus grande entre les ONG, CPF, etc. De la recherche. Donc, je ne suis pas totalement négatif vis-à-vis de la recherche alimentaire. Voilà. Il y a un cours régional en agroécologie qui s'est tenu en mars-avril 2018 à Cotonou, organisé par Génicou, qui est le point focal du Bénin de la Copagène, et qui a été très intéressant parce qu'il s'est focalisé sur des biofertilisants et des biopesticides. Et après cette formation, auprès des acteurs burkinabés, ceux qui ont participé, on a restitué auprès des acteurs, et je sais qu'il y a eu déjà pas mal de formations et de mise en pratique pour diversifier l'offre en fertilisants et en biopesticides pour l'agroécologie. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'il peut y avoir un potentiel pour développer des entreprises, des micro-entreprises rurales, pour étoffer l'offre en matière de biofertilisants et biopesticides. Il y a aussi l'émergence de nouveaux acteurs au niveau régional, avec l'appui de PTF. Donc là, j'en ai cité que quelques-uns, malheureusement. Enfin, des actions de recherche en agroécologie, quelques projets parades à Bobo, avec 2 doctorants qui sont là. Et il y a aussi des perspectives intéressantes pour la recherche en agroécologie. Alors, au niveau régional, il y a des activités qui émergent au niveau de la CDAO, etc. Il y a eu qui est financé par l'AFD. Il y a eu un appel à proposition pour les acteurs puissent présenter des projets en agroécologie. Ce qui est aussi intéressant, mais ça on a souvent oublié, c'est qu'il existe un plan d'action pour l'agriculture écologique et biologique au niveau de l'Union africaine. Donc ça pourrait être un argumentaire qu'on pourrait à chaque fois interpeller le gouvernement du fait que ce plan existe. Enfin, la dernière initiative récente que mon collègue du Europa a évoquée, c'est le 3AO, Alliance pour l'agroécologie en Afrique de l'Ouest. Ça a été créé récemment, en avril 2018, lors d'une réunion multi-acteurs co-organisée par IPES Food et l'Europa. Donc le 3AO est une plateforme de coordination de relais d'information composée d'organisations paysannes, d'instituts de recherche, ONG et de mouvements sociaux. La projet de Puma est d'accompagner une transition agroécologique en Afrique de l'Ouest pour garantir des moyens d'existence résilients, durables et adaptés aux nouveaux enjeux agricoles ouest-africains. Et là, vous avez un lien pour la petite brochure qui présente ce nouveau réseau. Donc, sur la question des dynamiques en cours au Burkina, il y a une réflexion en cours depuis quelques temps pour avoir une charte commune des acteurs qui pourrait s'inspirer en fait du manifeste de Niéniémi et
de la note de proposition du repas, que les acteurs s'approprient pour avoir une vision commune. Il y a la question de développer des circuits courts pour l'agroécologie. Donc là, les choses commencent à émerger. Et en termes d'argumentaire, l'agroécologie peut être intéressante pour réduire les effets liés au changement climatique. Donc il y a des actions aussi au niveau de la recherche qui sont en cours pour justement avoir un argumentaire mieux développé sur des bases disons, plutôt scientifiques en faveur de l'agroécologie. On l'envoie du gouvernement, mais aussi des partenaires techniques et financiers. Comme perspective intéressante, potentiellement intéressante, c'est d'avoir un SPG bio. Ce serait d'arriver peut-être à moyen terme à un SPG bio régional qui pourrait booster la production et la commercialisation en termes d'échange de produits bio dans la zone sahélienne vers les pays côtiers et l'île d'Astral. Alors, en termes de conclusion, si on prend l'agroécologie dans son sens global, en fait, là, tout de suite, on tombe sur la question que ça devient un vrai projet de société. Si on veut aborder la question des dimensions culturelles, sociales, économiques, à la fois au niveau local, régional ou mondial, ou régional. Et il faut aussi pouvoir adopter une approche chaîne de valeur intégrée. Et du coup, il faut changer de paradigme. Et là, ce n'est pas forcément très simple. Et donc la transition agroécologique et le changement d'échelle passe par une transformation des sociétés en s'attaquant aux 8 verrous systémiques identifiés par IPRES Food. Et je vous ai mis un schéma en annexe, mais je vous invite simplement à lire le document. Pour moi, sur ces verrous qui montrent qu'on s'attaque à quelque chose de complexe. Et pour faire sauter ces verrous-là, c'est pas véritablement un coffre-fort, mais il faut aussi être capable d'avoir notre argumentaire pour pouvoir les lever. Et c'est, je crois, un travail petit annexe, et ça peut se faire avec tous les acteurs. Nécessité d'une construction avec la valorisation des savoirs et des savoir-faire scientifiques et traditionnels locaux et innovation. Donc, il faut placer le producteur au centre, mais ça je vous apprendrai plutôt. Développer des solutions adaptées aux contraintes et des outils d'aide à la décision pour donner des réponses systémiques simples à des problèmes systémiques complexes. Documenter les cas de réussite de transition. Prendre les facteurs de réussite et d'échec et aussi d'échec et alimenter les stratégies. Enfin, donner une plus grande place à l'agroécologie dans les politiques publiques en lien avec les plateformes agroécologiques. Et en fait, le plus difficile, c'est de pouvoir changer les comportements. Et là, ça me fait penser à l'émission C'est pas du vent de la semaine passée, où il parlait des pesticides. Et du coup, si on ne change pas de comportement, c'est à la fois au niveau des producteurs, mais nous tous, nous sommes aussi des consommateurs, des consommateurs. Et si on ne change pas nos propres comportements, on ne risque pas forcément de pouvoir évoluer dans le sens où maintenant on peut rester optimiste, et je le suis aussi malgré tout. Je pense qu'il y a des évolutions sensibles depuis 2015, et maintenant la question qu'on peut se poser, est-ce que d'ici 2025 l'agroécologie paysanne pourrait être largement généralisée au niveau du continent et en Afrique de l'Ouest? Voilà, je termine par 2 citations de Pierre Rabhi que j'ai évoqué tout à l'heure et d'Olivier de Schutter, qui est aussi à l'origine du plan AO avec IPRES Food, qui a défendu l'agroécologie au niveau des Nations Unies dans les années 2011, je ne me trompe pas. Donc, pour Pierre Rabhi, face à un système qui fixe le droit des peuples à se nourrir par eux-mêmes, l'agroécologie est une alternative éthique et réaliste, un acte de légitime résistance qui permet l'autonomie des populations et la préservation de leur patrimoine de vie. Pour Olivier de Schutter, pour nourrir le monde, l'agroécologie surpasse l'agriculture industrielle à grande échelle.
Et donc le coquelicot, là, c'est juste pour faire référence à un mouvement en cours en France où nous voulons des coquelicots pour s'opposer ou pour demander l'interdiction des pesticides. Donc ils sont aperçus que le coquelicot fleurit à une période de l'année où les abeilles n'ont pas encore beaucoup de fleurs pour butiner. Et donc c'est un clin d'œil par rapport au mouvement qui est en cours, où les gens en France notamment se sont réveillés après la démission de Nicolas Hulot pour essayer de prendre quelques initiatives pour faire face aux problèmes de pesticides, de pouvoir pour demander une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Voilà, je vous remercie par rapport à ce que de m'avoir écouté. Et j'espère que les débats